En septembre 1970, Salvador Allende, un président s'affirmant socialiste, soutenu par le Parti communiste, la centrale syndicale CUT, portée par la mobilisation ouvrière, était élu au Chili. Au moment où la domination des États-Unis était contestée, cette élection eut un fort retentissement international. Allende affirmait bâtir le socialisme par d'autres moyens que ceux de la révolution russe de 1917. Il affirmait que l'on pouvait aller vers le socialisme par la voie pacifique, dans le plus grand respect des institutions bourgeoises, du Parlement, de son État et plus particulièrement de son armée. L'objectif de cet exposé est de comprendre pour quelles raisons l'expérience était vouée à l'échec, et s'avéra être une impasse sanglante. Le Chili est un pays tout en longueur, une étroite bande de terre située sur la côte pacifique de l'Amérique du Sud. Le Chili s'étire sur 4300 km du Pérou jusqu'au Cap Horn, coincé entre la chaîne des Andes et l'océan Pacifique. C'est un pays peu peuplé, il y avait moins de 8 millions d'habitants dans les années 1960. Depuis le 19e siècle, la principale ressource du Chili est son sous-sol, riche en nitrates et en minerais de cuivre. C'est en tant que producteur de matières premières que le Chili a été intégré au marché mondial. Mais par manque de capitaux, faute d'une classe bourgeoise développée, susceptible d'investir et de développer la production de façon indépendante, le Chili a été placé sous la domination des capitaux étrangers. Malgré des conditions de vie misérables et une exploitation féroce, la classe ouvrière chilienne s'est très tôt donné les moyens de s'organiser. Dès 1900, naissaient des associations ouvrières dans les sites d'extraction de nitrates. Les grèves et l'organisation des travailleurs furent réprimées durement. Entre 1890 et 1925, cette répression fit des centaines de morts, des milliers de blessés. En 1907, l'armée tira sur les mineurs et leurs familles, réfugiés dans une école et dans les rues d'un village. Il y eut entre 1000 et 3000 morts. Le roman d'Herman Rivera Letellier, Les fleurs noires de Santa Maria, raconte cette tragédie. Luis Emilio Recabarren est une des grandes figures du mouvement ouvrier d'alors. En 1910, il fut à la création de la Fédération des ouvriers du Chili, puis du Parti ouvrier socialiste, qui adhéra à l'Internationale communiste pour devenir, en 1921, le Parti communiste du Chili. Le développement économique et la modernisation du Chili devinrent l'objectif de la plupart des gouvernements. Ce fut le cas du gouvernement de Front populaire, qui regroupait derrière le Parti radical, un parti républicain bourgeois, le Parti socialiste et le Parti communiste. Le Front populaire remporta les élections en 1938. À sa tête, le radical Aguirre Cerda. Dans son gouvernement, il y avait des ministres communistes. Le ministre de la Santé était un jeune médecin socialiste, Salvador Allende. Par la suite, Allende fut le candidat d'union des partis de gauche. Allende était un membre du Parti socialiste dès sa fondation. Après avoir été ministre du Front populaire, il fut élu sénateur dès 1945 et le resta durant les 25 années suivantes. Il devint même président du Sénat en 1966. Dès l'élection présidentielle de 1952, Allende choisit de s'allier au Parti communiste qui était alors interdit. Une alliance qui se renouvela lors des élections de 1958, 1964 et 1970. Dans cette période, les partis communistes recherchaient partout des alliances pour aller au gouvernement. En France, cette politique conduisit au programme commun unissant Parti communiste, Parti socialiste et radicaux de gauche, derrière le politicien bourgeois François Mitterrand. Au début des années 1960, le Chili restait un pays sous-développé, où régnaient d'immenses inégalités. Une minorité de très riches dominait le pays, servant d'intermédiaire aux intérêts des sociétés nord-américaines. C'était le cas de la famille Edwards, qui était à la tête d'un cinquième des capitaux privés chiliens et lié au groupe Rockefeller. Au sein de la classe ouvrière, la pauvreté était la règle. Le chômage touchait un travailleur sur 5, les salaires permettaient à peine de survivre, la moitié des enfants de moins de 15 ans souffraient de malnutrition. En bordure de Santiago, les bidonvilles, les poblaciones, formaient des quartiers à part entière. Il y avait 500 000 familles sans abri au Chili. Le monde agricole était dominé par une poignée de grands propriétaires. Le plus grand domaine du monde se trouvait alors au Chili et s'étendait sur 500 000 hectares. Ces domaines étaient exploités de façon archaïque, maintenant les ouvriers agricoles dans un quasi-servage. L'arriération du monde agricole était l'un des aspects du sous-développement du Chili.
Une réforme agraire supprimant le monopole des gros propriétaires était une nécessité pour les paysans, mais aussi pour une modernisation du pays. En 1964, Eduardo Frei, à la tête de la démocratie chrétienne, fut élu sur un tel programme. La démocratie chrétienne représentait la bourgeoisie, soucieuse de développer l'économie et les infrastructures. Avec la révolution dans la liberté, Frei promettait une réforme agraire, plus du logement, plus d'éducation. Pour financer cela, il voulait nationaliser le cuivre, qui représentait plus de 90% des exportations. La démocratie chrétienne s'appuyait sur l'influence de l'Église au sein des classes populaires. Elle avait des relais dans les poblationnesses où elle organisait les centres des maires. Elle avait aussi de l'influence au sein du mouvement ouvrier. Un tiers des militants de la CUT, la centrale syndicale, étaient affiliés à la démocratie chrétienne. Frei ne voulait pas imposer quoi que ce soit aux classes riches. L'État devint actionnaire à 50% des mines de cuivre en indemnisant grassement les sociétés. Il racheta à prix d'or les domaines dont les propriétaires ne voulaient plus. Ayant des moyens limités, il déçut les quartiers populaires. Contre la contestation qui montait, Frei répondit par la répression. En 1969 eut lieu la mutinerie du régiment blindé de Tacna, les officiers réclamant plus de moyens pour l'armée. Cela contredisait l'image que les partis de gauche et de droite entretenaient, celle d'une armée garante des institutions républicaines. En fait, l'armée chilienne avait resserré ses liens avec les États-Unis. De nombreux officiers avaient reçu, au Panama, une formation dispensée par des instructeurs nord-américains. Lors des élections présidentielles et législatives de septembre 1970, 3 candidats s'affrontaient. Tomic, de la démocratie chrétienne, Alessandri, du Parti national, représentant la grande bourgeoisie et les gros propriétaires, Allende enfin, à la tête de l'Unité populaire, qui regroupait le Parti socialiste, le Parti communiste, le MAPU, issu d'une scission de gauche de la démocratie chrétienne, et la gauche chrétienne. L'Unité populaire avait le soutien de la centrale syndicale CUT. Le programme de l'Unité populaire reprenait celui de la démocratie chrétienne de Frei, avec davantage de mesures sociales et d'étatisme. Nationalisation du cuivre, des banques et des grandes entreprises nord-américaines, réforme agraire. Ce programme avait le même but, développer l'économie et moderniser le Chili. Allende s'adressait à la classe ouvrière en promettant des augmentations de salaire, des pensions de retraite, la construction de logements, la distribution de lait pour les élèves. Allende affirmait qu'il s'agissait d'aller vers le socialisme en se servant des institutions de la République bourgeoise. Durant la campagne, Allende reçut le soutien méfiant du MIR. Le MIR, mouvement de la gauche révolutionnaire, fut fondé en 1965. Le MIR regroupait des militants maoïstes, des trotskistes, d'ex-membres du Parti communiste ou du Parti socialiste. À partir de 1967, un jeune médecin de moins de 26 ans, Miguel Enriquez, en devint le dirigeant. Un neveu d'Allende se trouvait à ses côtés. Le MIR était partisan de la lutte armée, son modèle était Cuba, et le castrisme. Ses moyens d'action valurent au MIR d'être interdits par Frei et pourchassés par la police. Malgré leurs désaccords, Allende entretint de bonnes relations avec les jeunes militants du MIR, au point de leur demander de constituer sa garde rapprochée, le GAP, groupement des amis du président. Le programme fut présenté à la population par les comités de l'unité populaire, les CUP. Il y en eut près de 15 000 dans tout le pays, environ 5 000 rien qu'à Santiago. C'était un véritable soutien du monde ouvrier qui s'exprimait dans ces comités. Le 4 septembre 1970, c'est Allende qui arriva de peu en tête. 1,07 million d'électeurs avaient voté pour lui. Alessandri était second avec 1,03 million de voix, à peine 40 000 de moins. Tomic n'obtenait que 825 000 voix. Le candidat arrivé en tête avait toujours été désigné par le Congrès, mais dans ce Congrès, l'Unité populaire n'avait que 80 représentants sur 194. La démocratie chrétienne en avait 75 et le Parti national 39. Le Congrès avait 2 mois pour désigner le nouveau président. En attendant, c'était l'explosion de joie dans les quartiers ouvriers. Des dizaines de milliers de manifestants fêtèrent toute la nuit la victoire d'Allende. C'était un nouvel affront pour la puissance nord-américaine, qui avait été mise en échec à Cuba et dont l'armée ne parvenait pas à vaincre le peuple vietnamien. Le président Nixon et son conseiller, Kissinger, complotèrent contre Allende.
Une campagne de presse visant à effrayer la bourgeoisie chilienne se déclencha, soutenue par la CIA et des sociétés nord-américaines comme ITT. L'extrême droite organisa une série de sabotages et d'attentats. Un général jugé trop mou fut abattu au cours l'un de ces attentats. Durant cette période, Allende s'employa à rassurer la bourgeoisie. Les travailleurs devaient se montrer responsables et être prudents dans l'usage du droit de grève. Les représentants de la démocratie chrétienne ne s'opposèrent pas à la désignation d'Allende. Ils exigèrent de lui qu'il s'engageât, par écrit, à respecter les décisions du Parlement où l'opposition était majoritaire. Ce qu'il fit. Le 26 octobre 1970, Allende devint donc le président du Chili. 2 jours après, dans son discours au Stade national, Allende déclara, je cite, « L'histoire amorce ici un nouveau tournant. Un peuple entier vient de prendre en main son destin pour marcher par la voie démocratique vers le socialisme. » Le gouvernement d'Allende comportait entre autres 4 ministres socialistes et 3 ministres communistes. Plusieurs étaient des ouvriers. Un accord de collaboration entre la centrale syndicale CUT et le gouvernement fut signé. La CUT envoya de nombreux représentants dans les institutions. La réussite d'Allende devint une référence pour des partis, comme le Parti socialiste français, sur lequel Mitterrand allait mettre la main. Au début de son mandat, Allende améliora les conditions de vie des classes populaires. Les salaires les plus bas furent augmentés de 66%. Pour compenser la hausse des prix, de nouvelles augmentations des salaires étaient prévues tous les 4 mois. L'accès à la retraite fut étendu à tous les travailleurs, la retraite relevée au niveau du salaire minimum. L'accès à la sécurité sociale fut généralisé, ainsi que l'accès aux soins. Les élèves des quartiers populaires reçurent chaque jour un demi-litre de lait. Le gouvernement finança la construction de nouveaux logements et imposa la limitation des loyers. Le divorce et l'avortement furent légalisés. Allende ordonna la libération des prisonniers politiques et leva l'interdiction qui pesait sur le MIR. Sur le plan économique, le gouvernement prépara les nationalisations. L'ensemble devait donner naissance à l'APS, aire de propriété sociale. La nationalisation des mines de cuivre était la plus importante. Elle fut approuvée en juillet 1971 par les députés à l'unanimité. Cette nationalisation se fit sans indemnité. Les bénéfices réalisés par les compagnies nord-américaines avaient été tels que le gouvernement décida qu'il ne leur devait plus rien. Mines de fer, de nitrate, de charbon, industrie de l'acier, une partie des banques, l'APS s'étendit. Les propriétaires de ces entreprises étaient indemnisés, chaque projet était soumis au Parlement où la droite freinait les choses autant qu'elle pouvait. L'APS se limita à moins d'une centaine d'entreprises. Dans le même temps, le gouvernement entraîna les travailleurs dans la bataille de la production. Il fallait fournir des efforts pour développer le Chili. L'unité populaire demandait dans le même temps aux travailleurs de modérer leurs revendications. Une grève des mineurs pour les salaires fut évitée suite aux interventions du gouvernement, dont Allende en personne. La situation des classes populaires s'améliora. Malgré l'inflation, le pouvoir d'achat monta, le chômage recula. 200 000 emplois furent créés en 1971. La production industrielle augmenta. Lors des élections municipales de mars 1971, l'unité populaire obtint pour la première fois plus de 50% des voix. Les inégalités restaient cependant criantes. Les travailleurs considéraient que le gouvernement était de leur côté. Cela les encourageait à agir. Les mobilisations se multiplièrent. De nouvelles prises de terre eurent lieu afin d'y installer de nouveaux campements pour les familles sans logis. Dans les entreprises non nationalisées, les conditions de travail avaient peu changé. De plus en plus de travailleurs revendiquèrent la nationalisation de leur entreprise. Le nombre de grèves augmenta avec l'occupation de l'usine. 378 usines furent occupées en 1971 et 299 rien que durant les 5 premiers mois de 1972. Dans plusieurs provinces, des paysans se lancèrent dans les prises de domaines. Ils chassaient les propriétaires et demandaient à l'administration d'intégrer le domaine à la réforme agraire. Les jeunes militants du MIR étaient parfois à l'initiative de ces occupations de terre. L'automne 1971 fut marqué par la visite de Castro, qui dura 3 semaines. Dans son dernier discours, Castro émit des doutes quant à l'évolution pacifique de la situation sur laquelle Allende et le Parti communiste comptaient pourtant. La visite de Castro fut marquée par la première marche des casseroles vides, à l'initiative de l'opposition. Des centaines de milliers de femmes
en majorité issues des classes riches, vinrent manifester contre les pénuries alimentaires. Mais à côté d'elles, il y avait des travailleuses. La démocratie chrétienne gardait de l'influence dans les quartiers populaires et parmi les travailleurs. Le service d'ordre de la manifestation était assuré par le mouvement d'extrême droite Patrie et Liberté. Cette manifestation marquait le début de l'offensive de la droite dans la rue. L'économie chilienne se heurtait aux limites que le système capitaliste lui imposait. L'État manqua de ressources financières pour investir, indemniser les industriels et les propriétaires terriens, ou importer les biens dont le pays avait besoin. Les ressources du Chili baissèrent en raison de la chute du prix du cuivre qu'il ne contrôlait pas. Les États-Unis, agissant de concert avec les trusts, organisaient l'asphyxie de l'économie chilienne. Plusieurs pays, dont la France, suspendirent leurs paiements, les banques supprimèrent tout crédit, un embargo se mit en place sur les pièces de rechange pour l'industrie et le transport. La monnaie chilienne se déprécia, entraînant le retour de l'inflation. Le marché noir se développa, aggravant la hausse des prix. Les queues devant les commerces faisaient désormais partie de la vie quotidienne. Le gouvernement encouragea la création des JAP, les conseils d'approvisionnement et des prix. Ces JAP rassemblaient des militants de quartier et un représentant de l'administration et devaient contrôler les petits commerçants. Le gouvernement encourageait donc la population à faire pression sur ces petits commerçants. Les grandes sociétés, elles, toujours privées, échappaient au contrôle. Des petits commerçants collaboraient avec les JAP, mais beaucoup furent repoussés dans les bras de l'opposition. La situation entraîna des dissensions au sein de l'unité populaire. Les tendances les plus à gauche réclamaient l'accélération des mesures sociales et des nationalisations. Allende et le Parti communiste, recherchant un compromis avec la démocratie chrétienne, voulaient ralentir les réformes. C'est leur tendance qui s'imposa. En juin 1972, Allende modifia le gouvernement et y intégra pour la première fois un général d'aviation comme ministre des Mines. C'était un gage donné à la démocratie chrétienne. En octobre 1972, l'opposition voulut profiter des difficultés économiques pour passer à l'action. Le 9 octobre, Léon Villarin, président des patrons camionneurs, un homme d'extrême droite, soutenu par la CIA, déclencha la grève du transport. Près de 12 000 camions cessèrent de rouler. La grève s'étendit aux professions libérales, aux associations de petits patrons et à bien d'autres. Allende décréta l'état d'urgence. Il s'en remettait à l'armée pour contrer la grève. C'est alors que la loi de sécurité de l'État fut adoptée au Parlement, une loi que les adversaires d'Allende utilisèrent contre les travailleurs en 1973. La grève des camionneurs fut mise en échec grâce à la mobilisation explosive des travailleurs. Les cordons industriels furent le fer de lance de la riposte ouvrière. Les cordons regroupaient les militants ouvriers d'une même zone industrielle. Ils assuraient la coordination de leurs actions pour contrer la grève des patrons. Dans les usines où les patrons demandaient de cesser le travail, tout en garantissant les salaires, les ouvriers rejetaient la proposition et occupaient les sites pour assurer la production. Des centaines d'usines furent occupées, les ouvriers empêchant leur fermeture. Les travailleurs des entreprises nationalisées fournissaient leur production directement aux JAP ou aux commerçants non grévistes. Les ouvriers de l'usine de textile Yarour décidèrent de ne pas fournir 1 mètre de tissu aux commerçants en grève. Dans certaines usines, les travailleurs réquisitionnèrent les camions et les mirent à disposition des autorités. Dans de nombreux quartiers, l'approvisionnement fut assuré par les habitants eux-mêmes. Les JAP connurent un essor important. Des commerces furent réquisitionnés pour la distribution des denrées, comme ce supermarché. Les manifestations de soutien au gouvernement rassemblaient des centaines de milliers de personnes. La classe ouvrière montrait sa force, sa capacité d'organisation pour mettre en échec la grève des patrons. Elle était le principal soutien du gouvernement Allende. À la fin de la grève, Allende montra qu'il comptait surtout sur l'armée. Il remania son gouvernement et y intégra 4 généraux, dont le général Prats, chef d'état-major au ministère de l'Intérieur. De nombreux travailleurs prenaient conscience des limites de la politique légaliste d'Allende. Ils aspiraient à l'extension des mesures sociales. Les occupations d'usines, les cordons industriels renforçaient la confiance de nombreux travailleurs dans leur capacité à s'organiser. Mais la direction du Parti communiste et de la CUT s'opposèrent à l'activité indépendante des cordons industriels qui, selon eux, divisaient les travailleurs. En janvier 1973,
le gouvernement proposa un projet de loi qui intégrait 49 usines à l'ère de propriété sociale. 123 usines occupées devaient être rendues à leurs propriétaires. Allende affirma que le projet était fidèle à son programme, qui ne devait nationaliser que 91 entreprises. Ce projet déclencha la colère parmi les travailleurs. Des assemblées de plusieurs cordons se déclarèrent contre les restitutions. Il y eut des barricades pour s'y opposer. Le projet fut retiré, mais sous la pression du gouvernement, du Parti communiste et de la CUT, les occupations d'usines cessèrent. L'unité populaire parlait du pouvoir populaire, mais elle lui tourna le dos quand celui-ci se manifesta au travers des cordons industriels et de l'ensemble des initiatives prises par les classes populaires en octobre 1972 et après. Le soutien de la classe ouvrière se manifesta à nouveau lors des élections législatives de mars 1973. L'opposition de droite espérait obtenir les 2/3 des sièges pour pouvoir démettre Allende légalement. Mais l'opposition obtint moins de 55% des voix. Désormais, les dirigeants de droite réclamèrent ouvertement l'intervention de l'armée pour chasser Allende. En ce début 1973, la situation ne cessa de s'aggraver. L'inflation des prix explosait, le rationnement se généralisa dans les quartiers populaires. Les files d'attente étaient longues pour le pain, le sucre, l'huile, le café. La viande de bœuf avait disparu. Au marché noir, les prix libres montaient en flèche, l'inflation dépassait 1% par jour. Les manifestations de l'opposition alternaient avec celles de soutien au gouvernement. La pression de droite titrait, la presse de droite titrait, Allende n'est plus président de la République. Les Chiliens ne sont plus tenus d'obéir à leur président. Une grève de mineurs éclata en avril 1973. Les grévistes réclamaient de meilleurs salaires pour compenser la hausse des prix. La grève avait le soutien de la démocratie chrétienne. Dans cette ambiance de lutte de classe exacerbée, un régiment de blindés se mutina le 29 juin. Le général Soupé, à sa tête, voulait entraîner le soulèvement de l'armée et renverser Allende. Mais le coup de force fit long feu. Le régiment de blindés resta isolé. Le général Prats, aidé de Pinochet, obtint la reddition des mutins. Allende appela, je cite, « Le peuple à occuper toutes les industries, les entreprises, qu'il soit en état d'alerte, qu'il vienne au centre. Il doit le faire avec tous les éléments qu'il a en main. Si l'heure arrive, le peuple aura des armes. » C'était la première fois, et la dernière, qu'Allende évoquait la possibilité pour le peuple de s'armer. Des dizaines de milliers d'ouvriers répondirent à l'appel, les dirigeants des cordons servant d'état-major à la mobilisation. Dans le cordon Vicuna, l'ensemble des usines furent occupées. Le cordon Serios reçut le renfort des pobladores et des paysans qui bloquèrent les routes. Le cordon Santiago Centro, qui regroupait des employés des services publics, assura la liaison avec les cordons industriels et les informait de l'évolution du putsch. On estime à ce moment-là qu'il y avait 80 000 ouvriers membres des cordons à Valparaiso, 180 000 à Santiago. Dans l'après-midi, des milliers de travailleurs organisés en escadron se rendirent au centre de Santiago pour soutenir le gouvernement. Allende prit la parole du haut d'un balcon. Quand il affirma qu'il ne dissoudrait pas le Parlement, de nombreux sifflets lui répondirent. La menace d'un coup d'État militaire devenait imminente. Mais plutôt que de s'appuyer sur les quartiers mobilisés, sur les nombreux soldats hostiles à leurs officiers, Allende voulait reprendre les négociations avec la démocratie chrétienne. Et pour le défendre, il s'en remettait à l'armée. Allende espérait ainsi éviter le coup d'État. Cette politique était critiquée au sein du Parti socialiste ou par le MIR, mais l'un et l'autre ne voulaient pas rompre l'unité et continuèrent de soutenir le gouvernement. En juillet 1973, s'appuyant sur la loi de sécurité de l'État, l'armée multiplia les descentes dans les usines, en quête d'armes stockées par les cordons. Les armes n'existaient pas. Mais les perquisitions étaient autant d'occasions d'intimider les ouvriers et de dresser les soldats contre eux. Début août, des marins de Valparaiso dénoncèrent les préparatifs de coup d'État de l'amirauté. Ils prévinrent les dirigeants de l'unité populaire et du MIR. Certains rencontrèrent les marins, mais ne firent rien. Ces marins furent arrêtés et jetés en prison. Allende condamna leur action d'ailleurs. On apprit plus tard que les marins avaient été torturés. Les patrons du transport lancèrent une nouvelle grève. L'extrême droite multipliait les attentats. Tous voulaient que la situation dégénère pour forcer l'armée à intervenir. Le 9 août, des centaines de milliers de manifestants apportèrent à nouveau leur soutien au gouvernement.
Rassemblés devant le palais présidentiel, on leur annonça qu'un nouveau gouvernement était formé, avec le retour des militaires, dont celui qui avait mené les perquisitions les plus violentes. Le 23 août, le général Prats démissionna. C'est le général Pinochet qu'Allende nomma à sa place. Allende comptait maintenant sur Pinochet pour empêcher le coup d'État réclamé par l'opposition et l'extrême droite. Le 4 septembre, la foule immense envahit Santiago. C'était la manifestation la plus nombreuse, avec plus d'1 million de manifestants. Les manifestants réclamaient des mesures fermes contre l'opposition et l'extrême droite. Certains réclamaient des armes. Le 5 septembre, les militants de la coordination des cordons de Santiago envoyèrent une lettre à Allende, je cite. « Nous pensons que non seulement on nous engage sur la voie qui mène au fascisme à une vitesse vertigineuse, mais que l'on est en train de nous priver des moyens de nous défendre. C'est pour cela, Monsieur le Président, que nous vous demandons de prendre la tête de cette armée sans armes, mais puissante de sa conscience, que nous vous demandons que les partis prolétariens laissent de côté leurs divergences et deviennent la véritable avant-garde de cette masse qui s'est organisée, mais qui n'a pas de direction. Il n'y aura pas de guerre civile dans le pays, mais un massacre froid, planifié, de la classe ouvrière la plus consciente et la mieux organisée de toute l'Amérique latine. » Leur lettre resta sans réponse. À Valparaiso, le 10 septembre, dans la nuit, la flotte chilienne regagna les ports après avoir jeté à la mer tous les marins et les officiers qui s'opposaient au coup d'État. Vers minuit, le siège du Parti communiste sauta. À partir de 5 heures du matin, on entendit des rafales de mitrailleuses. Partout, dans les entreprises, les ouvriers étaient arrêtés, conduits à la torture. Des militants étaient arrêtés, parfois exécutés sur place. C'était un véritable nettoyage. Le Parti communiste avait fait coller des affiches sur lesquelles il déclarait « Nous défendrons la Constitution, s'il le faut, les armes à la main ». Mais les militants attendirent en vain. Les chefs du Parti communiste et du Parti socialiste n'avaient pas l'intention de s'opposer au coup d'État. Ils se sont accrochés jusqu'au bout à la légalité. À Valparaiso, le maire et le député communiste allèrent se rendre aux militaires. Nous représentons les intérêts de la ville. Nous devons aller discuter avec les militaires. À Santiago, Allende se rendit au palais présidentiel avec sa garde personnelle. Seul, au sein de l'armée, les carabiniers répondirent à son appel. Il déclara à la radio, je cite, « Ce que je souhaite, c'est que les travailleurs soient sur leur garde, qu'ils soient vigilants et évitent toute provocation. Dans une première phase, il nous faut connaître l'attitude, que j'espère positive, des soldats de la patrie, qui ont juré de défendre le régime établi, lequel est l'expression de la volonté des citoyens, et qu'ils auront la doctrine qui a fait et qui fait le prestige du Chili, grâce à la conscience professionnelle des forces armées. » La junte militaire répondit en exigeant la démission immédiate du président. Isolés, les carabiniers qui étaient devant le palais présidentiel désertèrent eux aussi. En fin de matinée, l'aviation bombarda le palais. À 14 heures, tout était fini. Allende était mort, le fusil AK-47 que Fidel Castro lui avait offert à la main. Fusil qu'il avait refusé aux travailleurs. La thèse admise aujourd'hui est qu'Allende se soit suicidé. Allende a préféré mourir plutôt que d'appeler les classes populaires à s'organiser pour contrer le coup d'État. Jusqu'au bout, il s'est montré responsable vis-à-vis des institutions, des lois, du système politique de la bourgeoisie. Il porte ainsi une grande responsabilité dans le massacre de la population qui s'en est suivi. Allende ne voulait pas voir le sang des Chiliens couler, mais ce sang coula à flot, et ce fut uniquement le sang des travailleurs, le sang des pauvres, que les militaires massacrèrent sans discernement pour terroriser le peuple. Tous les morts furent du même côté. En voulant éviter la guerre civile, Allende a condamné la classe ouvrière à mourir écrasée, pour que se maintienne la domination des impérialistes, des grands propriétaires et des rois du capital. La prise du pouvoir par les juntes militaires fut saluée par la droite. Les États-Unis reconnurent le régime sans attendre. Plus de 3200 personnes ont été tuées ou portées disparues, près de 38 000 personnes ont été torturées, des centaines de milliers ont dû s'exiler. Toutes les mesures sociales prises par l'unité populaire furent annulées par la dictature, les droits des travailleurs supprimés, les entreprises nationalisées rendues à leurs propriétaires, les privatisations étendues à tous les domaines. Malgré les affirmations des dirigeants de l'unité populaire, il était possible de contrer le putsch. Des dizaines de milliers de travailleurs étaient prêts à s'y opposer, ainsi que des milliers de soldats. Pour cela,
Il fallait vouloir s'appuyer sur la mobilisation et l'organisation des travailleurs, encourager les organisations ouvrières à étendre leur pouvoir sur la société, en prenant la place des institutions bourgeoises, convaincre les classes laborieuses qu'il n'est pas d'autre choix pour elles que de prendre le pouvoir en démolissant l'État au service des riches. Cette politique, aucun parti ne la proposa aux travailleurs. C'est la politique pourtant que le parti bolchevique avait menée en Russie durant l'année 1917. Allende prétendait avoir découvert une voie pacifique pour aller au socialisme. Son expérience s'est avérée être une voie pacifique vers la barbarie. En répandant l'illusion mortelle qu'il était possible d'instaurer le socialisme en se servant de l'appareil d'État de la bourgeoisie, il a mené les travailleurs au massacre. La bourgeoisie chilienne et l'impérialisme n'ont fait que jouer leur rôle. Ils ont répandu la terreur quand ils ont jugé que leurs intérêts étaient trop menacés. Ils se sont servis de l'appareil d'État pour cela, rappelant quel était le rôle de celui-ci, défendre les privilèges des capitalistes. Allende ne voulait pas de la politique de Lénine et de Trotsky. C'est pourtant la seule qui a été couronnée de succès, la seule qui a permis la prise du pouvoir par les assemblées d'ouvriers, de paysans et de soldats, les soviets.